Lors du dîner d'anniversaire de ma grand-mère, ma tante a frappé la table du poing et a dit « Tu ne es pas de notre sang. Tu n'as pas ta place dans cette famille. » Je lui ai fait glisser les résultats d'ADN que je cachais depuis 3 semaines. Elle a lu la première page, et a ri. Puis, elle a tourné la page 2, et a demandé à ma mère qui était vraiment mon oncle. La main de ma grand-mère a cherché son verre d'eau, et l'a complètement renversé, avant même qu'elle n'ait fini de lire le nom à haute voix. Personne d'autre, à cette table, ne comprenait pourquoi. Pour tout le monde, sauf pour elle, Robert K. n'était que les initiales d'un inconnu sur un papier imprimé, le genre de fil conducteur qu'on s'attend à trouver dans un kit ADN reçu par la poste. Pour ma grand-mère, c'était un nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis 50 ans. Pendant environ 4 secondes, assise là, dans sa belle robe bleue, avec encore du glaçage de gâteau sur la fourchette qu'elle tenait à la main, elle a eu l'air d'avoir vu un mort revenir dans la pièce. Je ne savais pas encore à quel point c'était vrai. Je savais seulement que j'avais passé 3 semaines à cacher une feuille de papier dans ma boîte à gants, parce que je pensais qu'elle allait parler de moi, alors qu'elle parlait d'elle. Et je savais aussi que la version de ce dîner, que j'avais répétée une centaine de fois dans ma tête pendant ces 3 semaines, ne ressemblait en rien à celle que j'allais vivre. Je m'appelle Sophia Marlowe, et pendant la majeure partie de mes 29 ans, Marlowe a été un nom que je portais une demi-taille trop grand, comme on porte un manteau qui vous va théoriquement, mais qu'on ne sent jamais tout à fait à soi. Je travaille comme vérificatrice de réclamation pour une compagnie d'assurance régionale, ce qui est une façon ennuyeuse de dire qu'on me paie pour remarquer quand 2 chiffres, censés correspondre, ne correspondent pas, et pour poser des questions jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. C'est une compétence qui, il s'avère, se transpose bien mieux à l'histoire familiale que je ne l'aurais jamais imaginé. J'habite seul dans un 2 pièces à Rockford, avec un chat nommé Gouda, qui fait tomber les stylos de mon bureau avec le sérieux d'un travail qu'elle prend très à cœur. La plupart des soirs de semaine se ressemblent, 15 minutes de trajet, un bol de pâtes dont je ne sens pas vraiment le goût, 1 heure d'un podcast sur les faits divers que je n'écoute qu'à moitié pendant que je fais la vaisselle, et la lumière du Porsche que j'ai toujours l'intention de réparer, mais qui clignote de la même manière obstinée depuis 2 hivers déjà. J'avais grandi en tant que fille unique de Gabriel et Renata Marlowe, au sein d'une famille où tout le monde était chaleureux en face de moi, mais juste un peu prudent, de la même manière qu'on est prudent avec un verre dont on n'est pas sûr qu'il soit fêlé. Ma tante Carole, la sœur aînée de Gabriel, divorcée depuis 11 ans maintenant, et qui se présentait toujours sous son nom de jeune fille comme si c'était un titre qu'elle avait regagné, passait son temps, d'aussi loin que je me souvienne, à traiter la question de mon identité comme un fait établi, plutôt que comme une rumeur. Elle gérait chaque fête comme un plan de table à conséquences. C'est elle qui décidait qui avait la bonne chambre d'amis, qui était mentionné dans ses toasts, et qui restait sur le côté de la photo de famille, en souriant quand même. J'avais passé toute ma vie au bord du cadre. Je me souviens encore d'un moment précis, quand j'avais 11 ans, lors de la fête de départ à la retraite de mon grand-père. Le photographe avait aligné uniquement les petits-enfants pour une photo. Carole, sans jamais le dire à haute voix, avait placé ses propres enfants au centre, et m'avait laissé en retrait, à moitié hors du cadre, d'une manière qui semblait accidentelle sur chaque exemplaire de cette photo, sauf sur celui où l'on savait déjà où regarder. Ma mère a encadré une photo différente de cette journée-là, une photo où je n'étais pas coupé, l'a accrochée dans le couloir, et n'a jamais expliqué pourquoi elle avait choisi celle-là. Je comprenais l'explication quand même. Ma grand-mère, Iris, était la seule chose chaleureuse de la famille qui ne s'accompagnait d'aucune condition. Elle fêtait ses 80 ans cette année-là. L'esprit toujours aussi vif. C'était le genre de femme qui faisait encore ses mots croisés au stylo, et gardait un plat de bonbons au caramel sur sa table de chevet, qui ne semblait jamais se vider, quel que soit le nombre de bonbons que je prenais quand j'étais enfant.
Il y avait exactement une chose étrange chez elle, un trou dans ses anciens albums photos, 2 années entières, de 1974 à 1976, où les photos s'arrêtaient brusquement, puis reprenaient comme si de rien n'était. Au milieu d'archives autrement méticuleuses, qu'elle conservait dans des classeurs en cuir assortis depuis avant la naissance de mon père, personne dans la famille ne lui avait jamais posé la question à voix haute. Je l'avais remarqué enfant, et je l'avais rangé dans un coin de ma tête, comme on note une porte fermée à clé dans une maison où l'on n'est que de passage. Rien de tout. Cela n'aurait d'importance avant 3 semaines. Ce qui importait, pour l'instant, c'était une enveloppe blanche toute simple, et le fait que je n'avais toujours pas décidé comment, ni même si, j'allais l'ouvrir devant qui que ce soit. J'ai commandé le kit Ancestry Pro un mardi soir en février, non pas parce que j'avais enfin trouvé une sorte de courage, mais parce que Carole avait fait une remarque, lors de la fête de naissance d'une cousine, qui avait touché exactement là où elle le voulait. Quelqu'un avait demandé de qui Sophia tenait. Et Carole avait répondu sans hésiter, ça dépend de quelle moitié tu parles. Puis elle avait ri comme si ce n'était rien. Tout le monde avait ri une demi-seconde trop tard, comme on le fait quand on hésite à devenir complice. J'avais souri moi aussi, parce que c'est ce qu'on fait, puis je suis rentré chez moi, et je suis resté assise dans ma voiture, dans mon allée, pendant 20 minutes, avant de pouvoir me résoudre à entrer. J'ai appelé mon amie Ingrid ce soir-là, la seule personne extérieure à ma famille qui avait entendu toute l'histoire par morceaux au fil des ans, les photos manquantes, les remarques de Carole, et cette fatigue particulière d'être la grande question sans réponse de la famille. Elle ne m'a pas dit de laisser tomber, et elle ne m'a pas dit non plus d'aller réclamer des comptes. Elle m'a juste demandé, qu'est-ce que tu ferais vraiment de la réponse, une fois que tu l'aurais. Je n'avais pas de bonne réponse à cela. J'ai quand même commandé le kit le lendemain matin, parce que ne pas savoir commençait à me coûter plus cher que de savoir. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai craché dans un tube au-dessus de mon lavabo de salle de bain, sous une mauvaise lumière fluorescente, et je l'ai posté le lendemain matin, avant de pouvoir me raviser. Je me suis dit que je ne le faisais pas pour prouver quoi que ce soit à Carole. Je me suis dit que je voulais juste, enfin, avoir un fait concret auquel me raccrocher, au lieu de 30 ans de chuchotement. C'est ce que je croyais, du moins en grande partie. Les résultats sont arrivés au bout de 19 jours, plus vite que le délai estimé de 6 à 8 semaines indiqué sur la boîte. Cela m'a semblé être une petite cruauté en soi, comme si l'univers avait décidé que je n'avais pas besoin de plus de temps pour me préparer. J'ai ouvert l'email à la table de ma cuisine, un jeudi soir, avec Bouddha endormi contre ma hanche, et le lave-vaisselle qui tournait son dernier cycle. En arrière-plan. Un jeudi ordinaire, dont je me souviendrai toute ma vie pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais prévu. J'ai lu la page 1 debout, parce qu'une partie de moi savait déjà que je ne voudrais pas être assise pour cela. La page 1 confirmait ce que j'avais passé 29 ans à redouter à demi. Gabriel Marlowe, l'homme qui m'avait appris à conduire, qui avait pleuré à ma remise de diplôme, et qui n'avait absolument aucune raison de m'aimer comme il l'avait fait, n'était pas mon père biologique. 0 ADN partagé. Pas une erreur d'arrondi. Pas une erreur de laboratoire. 0. Je suis resté seul avec ça. Pendant 4 jours avant d'en parler à quiconque. Et la personne à qui je l'ai dit, c'était ma thérapeute, l'adresse à Mara Osey, que je voyais depuis 2 ans. Pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la paternité, mais tout à voir avec le fait de m'être senti, toute ma vie, comme une invitée dans ma propre famille. Son bureau avait une machine à bruit blanc qui bourdonnait derrière la porte, et une boîte de mouchoirs qu'elle rapprochait toujours d'un demi-pouce vers moi. Avant même que j'en ai besoin, ce qui était une marque d'attention en soi. Je lui ai parlé de cette page imposée sur la table de ma cuisine, sans être encore capable de prononcer le mot « père » sans qu'un petit nœud ne me serre la gorge. Elle ne m'a pas dit quoi en faire.
Elle m'a demandé ce que j'avais peur qu'il se passe si je le disais à haute voix à ma famille, et j'ai répondu honnêtement que j'avais peur que cela ne donne raison à Carole, que je ne sois vraiment pas de leur sang. Et que la suspicion silencieuse de toute la famille voit enfin ces papiers officiellement tamponnés et notariés avec mon nom en haut. Et si cela lui donne raison, m'a demandé l'adresse Osait, est-ce que cela change qui a été votre père pour vous pendant 29 ans? Je n'avais pas encore de réponse à cela. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps, et elle n'a pas insisté. Je suis rentré chez moi et j'ai appliqué ce qui me servait désormais de stratégie, ne rien faire. J'ai repris mon téléphone 3 fois différentes cette semaine-là pour appeler ma mère et lui dire, et je l'ai reposé 3 fois différentes, en me disant que j'attendrais de mieux comprendre la deuxième page. Ce qui était vrai, mais aussi une excuse très pratique pour continuer à repousser cette conversation. Il s'est écoulé près de 2 semaines avant que je me décide enfin à faire défiler jusqu'à la page 2 du rapport, principalement parce que je pensais que la page 1 résumait toute l'histoire, et que je n'avais pas besoin d'autre mauvaise nouvelle livrée dans une belle police de caractère. Quand j'ai enfin regardé, j'ai trouvé une ligne à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Correspondance familiale proche, 24,3% d'ADN partagé, relation estimée. Demi-oncle, lié à un profil qui ne contenait presque aucune information, juste un nom, Robert K. Je ne le connaissais pas. Personne dans mon entourage ne portait ce nom. J'ai passé une soirée à chercher ce nom malgré tout, Robert K., puis tous les noms complets que je pouvais imaginer pour associer à ses initiales, pour ne trouver que des inconnus dans d'autres États, qui ne pouvaient absolument pas être liés à nous. Je me suis dit qu'il s'agissait probablement d'un bug dans la base de données, d'un échantillon interverti, le genre de choses pour lequel le service client s'excuse et qu'il corrige silencieusement. J'ai soumis un ticket d'assistance auprès d'Ancestry Pro, dossier numéro 48291. Et j'ai reçu une réponse automatique le jour même. Les correspondances à ce pourcentage étaient précises, avec un taux d'erreur documenté inférieur à 1%. Mais la documentation de l'entreprise admettait autre chose, quelque chose qui allait avoir beaucoup plus d'importance par la suite. À environ 25% d'ADN partagé, leur algorithme ne pouvait pas faire la différence statistique entre un demi-oncle, un grand-parent, un demi-frère ou une demi-sœur, ou un cousin germain double. L'étiquette n'était qu'une hypothèse, pas un verdict. Ce détail m'a poussé à chercher un véritable expert, plutôt qu'un script de service d'assistance. La sœur d'une collègue faisait de la généalogie professionnelle sur son temps libre, et grâce à elle, j'ai trouvé l'adresse Naomi Fitzgerald, une généalogiste génétique certifiée par le Board for Certification of Genealogist depuis 11 ans. Elle a pris mon dossier lors d'un appel vidéo, et avait l'air, franchement, ravie par ce casse-tête. Les mathématiques ne mentent pas, mais elles ne sont pas précises. M'a-t-elle dit en partageant son écran pour me montrer la même fourchette de 25% que j'avais lu dans le ticket d'assistance. Un petit arbre généalogique avec 3 types de relations différents superposés les uns sur les autres, comme des calques transparents. Vous partagez environ 1800 centimorgans avec 7 personnes. À ce chiffre, mon logiciel vous sortira demi-oncle comme premier choix, parce que c'est, statistically, la relation la plus courante pour cette plage dans sa base de données. Mais les options de grands-parents, demi-frères ou demi-sœurs, et cousins germains doubles se situent toutes dans la même fourchette. Le libellé sur votre document est une probabilité, pas un verdict. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que cette personne partage un parent ou un grand-parent avec vous, quelque part. Ce que je ne peux pas encore vous dire, c'est dans quelle génération vous vous trouvez. Elle m'a demandé tout ce que j'avais, d'anciens noms de famille, des villes d'origine, des décennies approximatives, et je lui ai donné le peu que je savais, y compris le détail qui me turlupinait depuis des années, les 2 années manquantes dans les albums photos de ma grand-mère. L'adresse Fitzgerald s'est éclairée en entendant cela,
se penchant vers sa caméra comme si l'énigme était devenue plus intéressante au lieu de l'être moins. Les trous comme celui-là sont généralement l'indice le plus parlant de tout le dossier, a-t-elle dit. Les gens n'arrêtent pas de prendre des photos. Ils arrêtent de prendre des photos de quelque chose. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un extrait numérisé qu'elle avait trouvé dans des archives de journaux numérisés par la Société historique du comté. Une annonce de fiançailles de 1973, mentionnant un certain Robert Kastner et une certaine Iris. Sans nom de famille imprimé, dans un style assez rigide pour être sorti tout droit d'un guide de rédaction de l'époque. Elle m'a suggéré d'aller consulter l'original en personne si je voulais plus de contexte, car la version numérisée avait coupé la légende d'une photo sur la même page. Y suis allé le samedi suivant. La société historique occupait le 2e étage de l'ancienne annexe du palais de justice du comté, une pièce qui sentait la poussière et la vieille colle à papier, avec des alignements de classeurs gris sous des néons qui bourdonnaient juste assez fort pour qu'on le remarque. L'archiviste de service, une femme nommée Denise Okonkwo, qui travaillait là depuis 19 ans et connaissait visiblement chaque tiroir du bâtiment au toucher, a sorti la bonne bobine de microfilm sans avoir besoin de vérifier l'index à 2 fois. Elle s'est assise avec moi devant le lecteur pendant que je faisais défiler les pages d'un journal qui n'existait plus en version imprimée depuis des décennies. Je suis passé devant des publicités pour des épiceries, et là, photo d'une équipe de baseball pour enfants, jusqu'à ce que l'annonce de fiançailles remplisse l'écran. Robert Kastner, 26 ans, ingénieur, et Iris, 23 ans, de cette ville, avec une date de mariage fixée au printemps suivant. Un mariage qui, d'après tous les documents familiaux que j'avais jamais vus, n'avait jamais eu lieu. Denise m'a imprimé une copie pour $2 en monnaie exacte, et m'a dit, non sans gentillesse, que les fiançailles rompues de cette époque ne faisaient presque jamais l'objet d'un démenti dans le journal. Personne ne voulait imprimer la seconde partie de l'histoire, a-t-elle dit. Les gens laissaient simplement les choses se tasser en silence, en espérant que tout le monde oublierait de poser des questions. Elle a fait glisser l'imprimé sur le comptoir vers moi, comme on tend quelque chose de plus lourd qu'une simple feuille de papier. Je l'ai remerciée, et je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant un long moment, avant de me sentir capable de conduire. Je n'ai rien dit à ma grand-mère de ce que j'avais trouvé. Je n'ai rien dit à personne. Je me suis dit que j'attendais un meilleur moment, comme on se dit qu'on réglera un problème demain, parce que demain semble appartenir à quelqu'un de plus courageux que soi. J'ai quand même essayé, une fois, à ma façon détournée. Je suis allé voir Grand-ma Iris le mardi suivant, comme je le faisais la plupart des semaines, et je me suis assise avec elle sur son porche arrière à boire le même thé trop fort qu'elle préparait depuis avant ma naissance. La balancelle du porche grinçant sous nous selon le même rythme qu'elle avait toujours eu. J'ai abordé le sujet des albums photos presque par accident, en feuilletant un sur une étagère. Pendant qu'on parlait, et j'ai demandé, aussi légèrement que j'ai pu, pourquoi il n'y avait rien de 74 à 76. Elle est restée très immobile pendant une seconde, une immobilité que j'ai reconnue plus tard, une fois que j'ai su comment l'appeler. Puis elle a souri. D'une manière qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et a dit que les cartons de ces années-là avaient pris l'eau pendant un déménagement, ruinés sans qu'on puisse les sauver. Quel dommage. J'ai laissé tomber. Je me suis dit que c'était une explication parfaitement raisonnable, le genre de choses qui arrivent tout le temps aux anciennes photographies. Et je n'ai pas posé une seule autre question, parce qu'une partie de moi avait déjà décidé que je n'étais pas prête à entendre ce que la vraie réponse allait nous coûter à l'une ou à l'autre. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec l'annonce de fiançailles imprimée toujours pliée dans ma boîte à gants, et je me suis redit que j'en parlerais quand le moment serait venu. Je devenais très doué pour me répéter cela. Le meilleur moment n'est jamais venu de lui-même. Il m'a été tendu à plein volume lors du 80e anniversaire de ma grand-mère, 3
Semaine après que j'ai ouvert cet email, dans un salon privé du même restaurant italien que notre famille utilisait pour chaque événement important. Depuis que j'étais assez petite pour avoir besoin d'un rehausseur. Les jours précédents, le groupe de discussion de la famille a fait ce qu'il faisait. Toujours avant un grand rassemblement, se transformer lentement en un instrument au service de Carole. Elle a publié un plan de table à 3 reprises, le révisant à chaque fois d'une manière qui me plaçait toujours une place plus loin de la tête de table. Et quand ma cousine a demandé, en plaisantant à moitié, pourquoi Sophia continuait d'être reléguée plus loin, Carole a répondu par un seul emoji qui rit, sans aucune explication, ce que tout le monde dans cette conversation a parfaitement compris comme une incitation à ne pas insister. J'ai tapé un message privé à ma mère ce soir-là, est-ce qu'on peut se parler avant samedi? C'est au sujet du test. Et je l'ai effacé 2 fois avant d'en envoyer une version beaucoup plus courte. On pourrait prendre un café bientôt. Ma mère m'a répondu qu'elle était débordée jusqu'après le dîner d'anniversaire. Est-ce que ça pouvait attendre? Je lui ai dit que bien sûr que oui, parce qu'une partie de moi était soulagée d'avoir cette excuse, et parce qu'une partie de moi commençait à soupçonner que si je le disais à voix haute trop tôt, seul, sans public, il serait facile pour tous les autres de laisser simplement les choses s'étouffer. Comme la famille avait laissé tout le reste s'étouffer depuis 30 ans. Carole avait géré le plan de table, comme toujours. J'étais installé 2 sièges plus bas que la tête de table, assez près pour tout voir, assez loin pour qu'on me rappelle que je n'en étais pas le centre. Le salon privé sentait le pain à l'ail et la douceur sucrée du gâteau étalé sur une table basse. 80 bougies non allumées attendaient en rang d'oignons. Mon père Gabriel était assis en face de moi, portant la cravate bleue que je lui avais offerte pour la fête des pères 2 ans plus tôt, riant à une plaisanterie de mon oncle. Sans se douter un seul instant qu'une feuille pliée dans mon sac allait bouleverser toutes les certitudes qu'il avait sur la famille qu'il avait épousée. Ma mère était assise à côté de lui, plus silencieuse que d'habitude, jetant des coups d'œil dans ma direction toutes les 2 minutes, d'une manière que je ne parvenais pas tout à fait à interpréter. Carole avait été plus cassante que d'habitude toute la soirée. Sa 2e relation importante de l'année venait de se terminer, discrètement, et la peine, chez Carole, ressortait toujours de travers, travestie en une certitude inébranlable sur autre chose. Au milieu des plats principaux, ma cousine a fait une remarque anodine sur la ressemblance familiale, le genre de commentaire sans gravité qu'on entend à chaque repas de ce genre, et Carole a posé sa fourchette avec un petit clic très net. Ne faisons pas comme si nous ne savions pas tous déjà comment fonctionne cette histoire de ressemblance pour certains d'entre nous, a-t-elle dit en me fixant du regard. La table s'est tue de cette manière très particulière. Les pièces deviennent silencieuses quand tout le monde sait déjà ce qui va arriver, et que personne ne veut être celui qui l'a provoqué. Carole, a dit ma mère, en guise d'avertissement. Non, je crois qu'il est temps, a répondu Carole en se levant, une paume à plat sur la nappe. Tu n'es pas du même sang, Sophia. Tu n'as pas ta place dans cette famille. Je crois que tout le monde autour de cette table le sait depuis des années, et a été trop poli pour le dire lors d'un dîner d'anniversaire, alors c'est moi qui vais le dire. Elle l'a dit suffisamment fort pour qu'un serveur, 2 tables plus loin, jette un coup d'œil dans notre direction, puis regarde ailleurs très délibérément. Mon estomac a fait un bond monumental. Mes mains ont trouvé la lanière de mon sac sous la table avant même que je n'ai consciemment décidé de l'attraper, parce que cela faisait 3 semaines que je me promenais avec cet imprimé plié dedans, à travers 2 courses au supermarché et un très mauvais premier rendez-vous, en attendant un moment que je n'avais jamais choisi et jamais voulu. Je l'ai sorti malgré tout. Tu as raison, ai-je dit, et j'ai fait glisser la page 1 sur la nappe jusqu'à elle. Je ne suis pas de votre sang. Pas de celui de papa, en tout cas. J'ai reçu les résultats du test il y a 3 semaines. Carole l'a lu rapidement,
les yeux balayant la page, et j'ai vu quelque chose se détendre sur son visage, avec soulagement, comme une femme à qui on remet enfin le verdict qu'elle répétait depuis 10 ans. Elle a carrément ri, un petit coup d'expiration court et sec, et a regardé autour de la table comme si elle s'attendait à des applaudissements. Et voilà, a-t-elle dit. Enfin quelque chose d'honnête dans cette famille. Mon père n'avait pas encore dit un mot. Quand il a enfin parlé, sa voix était plus enrouée que je ne l'avais jamais entendue. Je n'ai pas besoin d'un bout de papier pour me dire qui est mon enfant, a-t-il dit. Non pas à Carole, mais à moi, en tendant la main à travers la table pour prendre la mienne, comme si les 29 dernières années ne venaient pas d'être réduites à un résultat de laboratoire devant tous ceux qu'il connaissait. J'étais là pour tout. Ça ne change pas à cause de ce qu'il y a écrit sur une page. Carole a levé les yeux au ciel, comme elle le faisait pour tous ceux qui ne confirmaient pas ce qu'elle avait déjà décidé de croire. Il y a une deuxième page, ai-je dit. Elle l'a retournée avec moins de précaution que la première. Déjà à moitié prête à la reposer, et j'ai vu ses yeux accrocher la ligne près du bas. Correspondance familiale proche. Demi-oncle. Robert K., c'est qui Robert? K., a-t-elle demandé en fronçant les sourcils, plus agacée que curieuse. C'est probablement une erreur. C'est quitte à domicile, c'est de la saleté. Tout le monde le sait. Elle s'est tournée vers ma mère, comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin d'un fait sur lequel s'appuyer. Renata, tu connais un Robert, toi? Ma mère n'a pas répondu. Elle regardait par-dessus l'épaule de Carole, en direction de ma grand-mère, dont le visage était devenu aussi blanc que la nappe. C'est ma grand-mère qui a rompu le silence, et elle l'a fait avant ma mère, avant Carole, avant que je ne puisse l'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'une partie d'elle attendait depuis 50 ans que quelqu'un lui donne enfin la raison de tout dire. Autour de la table, j'ai vu la réaction se propager par vagues. Mon oncle, reposant son verre de vin sans en boire une goutte, la main de ma cousine se figeant à mi-chemin de son verre d'eau, un second cousin au bout de la table se penchant pour demander doucement à quelqu'un ce qui se passait, pour se faire aussitôt réclamer le silence. Robert Kastner, a-t-elle dit doucement, comme si ce nom lui coûtait cher à prononcer. J'étais fiancée avec lui, avant votre grand-père. Elle ne regardait pas Carole en disant cela. Elle regardait la nappe, la petite tache sombre qui s'étendait à partir de son verre d'eau renversé, ses mains serrées si fort l'une contre l'autre que ses articulations en étaient devenues blanches. Carole a ouvert et fermé la bouche une fois avant que quoi que ce soit ne sorte. Tu étais. Mais quel est le rapport avec Desmond et moi nous sommes séparés pendant 2 ans, a dit grand-mère Iris, de 1974 à 1976. Personne dans cette famille ne m'a jamais posé une seule question sur ces 2 années, et j'en ai été reconnaissante chaque jour depuis, parce que je ne savais pas comment j'allais répondre si quelqu'un finissait par le faire. Elle a levé les yeux, et pour la première fois de la soirée, elle m'a regardé. Directement, moi, plutôt que la nappe. Robert et moi nous sommes retrouvés. Pendant cette période. Ça n'a pas duré. Je suis retourné avec votre grand-père. Avant que l'un ou l'autre ne puisse comprendre ce que nous faisions, et je ne lui ai jamais dit. Je n'ai jamais rien dit à personne. Et j'ai vraiment pensé, que tout ce qui était issu de ces 2 années n'avait plus rien à voir avec aucun d'entre nous. Ce qui en est issu, a répété ma mère très prudemment, comme on répète une phrase à quelqu'un dans l'espoir qu'il vous corrige. Les mains de grand-mère Iris tremblaient à présent, toutes les deux, croisées sur ses genoux comme si elles essayaient de se maintenir immobiles par la force. Un garçon, a-t-elle dit. J'ai eu un garçon au printemps 75. Je n'étais pas marié. Robert n'était pas en mesure de m'épouser, pas avec la situation de l'époque, pas avec sa propre famille comme elle était. Je l'ai fait adopter de façon privée par l'intermédiaire d'une femme de mon
Église. Dossier fermé, aucun nom échangé, dans un sens comme dans l'autre. J'ai dit à votre grand-père que j'étais parti rester chez ma sœur dans l'Ohio. Pendant quelques mois. Il n'a jamais su. Robert ne s'est jamais battu pour cela. Et je ne pense pas que l'un de nous se soit jamais pardonné. J'ai pensé à ce garçon chaque jour pendant 50 ans, sans jamais avoir le moindre fait auquel me raccrocher pour savoir ce qu'il était devenu. La pièce était devenue si silencieuse que j'entendais la cuisine à travers la porte, quelqu'un qui annonçait une commande. Sans savoir qu'à 1 mètre de là, toute la compréhension qu'une famille avait d'elle-même venait de voler en éclat le long d'une couture dont personne ne soupçonnait l'existence. J'ai regardé ma mère. Ma mère fixait la 2e page de ce rapport comme si elle s'était réorganisée dans une langue qu'elle comprenait soudainement. Maman ? Ai-je dit, qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a enfin fait, sa voix avait cette tonalité plate et précautionneuse de quelqu'un qui lit des aveux qu'il n'avait pas prévu de faire. Avant ton père, a-t-elle dit, il y a eu quelqu'un d'autre ? Brièvement. J'avais 22 ans, je travaillais comme serveuse pour payer mes études à la faculté. Il venait le dimanche matin, commandait la même chose à chaque fois, et laissait un pourboire plus grand que le prix du repas. Il ne parlait jamais de sa famille, disait qu'il n'en avait pas vraiment, qu'il avait grandi sans trop savoir d'où il venait. Ballotté entre plusieurs proches. Après que ses parents adoptifs soient morts jeunes. Je le taquinais souvent, lui disant qu'il s'était inventé tout seul à partir de rien. Il s'appelait Théodore. Nous avons été ensemble peut-être 8 mois. Il a eu une offre d'emploi dans un autre État, et je n'étais pas prête à le suivre. Et nous sommes perdus de vue, comme les gens se perdaient de vue avant que tout le monde n'ait un téléphone collé à la main. Et je n'avais pas pensé à lui depuis des années. Pas vraiment. Pas jusqu'à maintenant. Sa main s'est portée à sa bouche. Sophia. Je n'ai jamais pensé. La voix de l'adresse Fitzgerald m'est alors revenue en mémoire, cette conversation vidéo de 3 semaines plus tôt, à ce pourcentage, l'algorithme ne peut pas faire la différence entre un demi-oncle et un grand-parent. Robert Kastner n'était pas du tout mon demi-oncle. Il était mon grand-père, mon grand-père biologique, d'une lignée dont personne dans cette pièce ne soupçonnait l'existence 4 minutes plus tôt. Parce que le fils que ma grand-mère avait abandonné en 1975, un garçon qui avait grandi sans jamais savoir d'où il venait non plus, avait, sans que ni l'un ni l'autre ne le sache jamais, croisé le chemin de ma mère des décennies plus tard. Était devenu mon père biologique. Puis était reparti tranquillement vers une vie sur laquelle aucun d'entre nous n'aurait jamais l'occasion de l'interroger. Où est-il maintenant ? Ai-je demandé. Théodore. Tu sais ? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, et j'ai compris la réponse avant même qu'elle ne la donne. Il est décédé il y a 8 ans. Un accident du travail. J'ai lu ça plus tard. J'ai cherché son nom une fois, par curiosité. Des années plus tard. Je ne savais pas, Sophia. Je te le jure, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose à savoir. Personne à cette table n'allait avoir l'occasion de le rencontrer. Quel que soit le fil qui reliait le secret le mieux gardé de ma grand-mère à ma propre existence, il s'était fermé aux 2 extrémités avant même que l'un d'entre nous ne sache qu'il y avait une corde à suivre. Et je suis restée assise là, avec ce fait qui se déposait dans ma poitrine comme une pierre tombée dans une eau calme, créant des ondulations dans toutes les directions. Carole n'a rien dit pendant un long moment. C'est cela, plus que tout. Ce qui s'est passé ce soir-là, qui reste le détail auquel je repense sans cesse. Une femme qui avait passé 11 ans à commenter chaque rassemblement familial. Comme si elle possédait le micro, assise dans un silence complet. Avec le secret vieux de 50 ans de sa mère étalé sur une nappe dont elle avait elle-même choisi le linge. Le sang, a-t-elle fini par dire doucement, comme si elle vérifiait si le mot
signifiait toujours ce qu'elle avait toujours pensé qu'il signifiait. Tu t'es levé ici pour me parler de sang. Grand-mère Iris a tendu la main à travers la table, par-dessus l'eau renversée, par-dessus les 2 pages d'un rapport qui avait brisé sa famille avec les initiales d'un inconnu, et a posé sa main sur celle de Carole. Je t'ai dit ce que je pensais être un fait établi depuis 50 ans, a-t-elle dit. Je me trompais moi aussi depuis le début, Carole. J'avais juste une longueur d'avance pour m'en rendre compte. Personne n'a applaudi. Personne n'a pleuré comme à la fin d'un film. Le serveur est revenu 20 minutes plus tard pour demander si quelqu'un voulait un dessert. Et ma mère, d'une voix qui s'efforçait de paraître normale, a dit que nous allions simplement prendre l'addition. Je n'ai pas eu droit à un accueil triomphal et cinématographique au sein de la famille ce soir-là. Ce que j'ai eu était plus humble, et je crois, plus sincère, la main de ma grand-mère qui a trouvé la mienne sous la table pendant que tout le monde rassemblait ses manteaux, son pouce glissant une fois sur mes articulations. De la même façon qu'elle le faisait quand j'avais 7 ans et que je n'arrivais pas à dormir chez quelqu'un d'autre. Tu as toujours été de notre sang, Sophia, a-t-elle dit, assez bas pour que ce ne soit que pour moi. Je n'avais juste jamais dit à personne de qui